Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver pour une 109e mondoscopie, je crois. J'espère que j'ai pas perdu le fil, que ce n'est pas la 110e. Nous sommes le 11 février 2026. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points. Un premier en introduction qui va être l'heureux, non pas revirement, mais enfin les déclarations qui concernent une reprise du dialogue avec la Russie de la part des Européens. Deuxièmement, je vais vous parler d'un point qui devient assez important en Russie, qui est finalement, est-ce que il y a une évolution sensible, importante et durable de la position russe vis-à-vis des États-Unis et de l'idée d'une négociation. Et le troisième point, eh bien, ce sera l'Iran, puisque là, quand même, on est vraiment dans un moment très, très dangereux, très volatile, peut-être à la veille d'une action américaine. On pouvait croire qu'on avait échappé à ce nouveau désastre, mais peut-être n'est-ce pas le cas. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer ce à quoi ça correspond en fait du point de vue de la stratégie globale américaine telle qu'elle semble se structurer désormais. Bien. Alors, premier point, donc parler à Poutine, tournant ou piège. Je ne sais pas comment on le voit à Moscou. Ces derniers jours, notre président de la République a exprimé le souhait de parler à Poutine et d'organiser la reprise d'un dialogue entre les Européens et la Russie, sans trop d'interlocuteurs, a-t-il dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire sans les Ukrainiens? Est-ce que ça veut dire sans certains Européens? Voilà, c'est encore assez vague. Il se dit qu'il aurait peut-être même envoyé son conseiller diplomatique d'ores et déjà, qu'il l'aurait fait aussi peut-être en observant ce que font les Italiens, qui ont l'air d'être plus pragmatiques. Giorgia Meloni est sur cette ligne quand même depuis déjà quelques temps et elle a peut-être fait un certain nombre de pas concrets dans ce sens. Bon, donc voilà, est-ce que c'est pour de bon? Est-ce que l'Europe, les Européens et la France se rendent compte que là, on arrive à un point où, entre l'attitude américaine assez compliquée, assez illisible, et la réalité militaire du conflit, il est temps peut-être de reconnecter avec le réel et de chercher en tout cas à rétablir au moins un canal de dialogue avec la Russie sur le thème, bah oui, la Russie va rester là, géographiquement elle ne va pas bouger, et donc l'Europe a peut-être quand même intérêt à rentrer de nouveau dans le jeu d'une relation. Voilà, ça ne veut pas dire... peut-être que c'est juste simplement une nouvelle manœuvre dilatoire, un cinéma, si vous voulez, avec de nouveau la proposition à Moscou de conditions en fait inacceptables pour la Russie et qui donc justifierait finalement un nouveau durcissement derrière de la position européenne. Très difficile à dire à ce stade, mais en tout cas, voilà, on peut quand même remarquer et noter, et moi je m'en réjouis si ça correspond à quelque chose à une prise de conscience réelle. On peut quand même remarquer que les Européens qui jusqu'à présent, avec constance et détermination depuis des années, refusent de discuter même avec la partie russe, commencent à se dire que c'est peut-être dans leur intérêt de le faire. Bon. On verra. Est-ce que c'est une compétition de pragmatisme entre Paris et Rome? Moi, ça me semble de plus en plus urgent parce qu'il y a un raidissement de la position américaine vis-à-vis des Européens quand même, globalement, hein, au-delà de l'Ukraine même. Et puis, surtout, en Russie, on a l'impression qu'on est aussi à la veille d'une forme de durcissement de la position russe elle-même. Et donc, pour les Européens, il faut sortir d'une posture idéologique. Ça devient très urgent parce que sinon, l'Europe va être juste nettoyée de la scène diplomatique internationale comme un petit tas de poussière gênant, dérangeant esthétiquement, mais qui n'a pas de poids. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. Bon, donc on verra. Est-ce que c'est s'appeler et se parler pour ne rien dire? Est-ce que c'est pour répéter ce qui n'a pas de sens pour la Russie?
Où est-ce que c'est pour la France, notamment, arriver à sortir du cauchemar et sortir du piège dans lequel nous nous sommes enfermés et même, pourquoi pas, reprendre la main sur ce qui, à un moment donné, va devoir quand même se discuter, c'est-à-dire le sort de l'Ukraine et de la sécurité en Europe. Bon, j'en viens tout de suite à mon deuxième point, la Russie. Il me semble qu'il faudrait arriver à répondre, je n'ai pas la réponse, autant vous le dire tout de suite, mais je me pose la question, répondre à une question importante qui est-ce que le front politique interne russe, si vous voulez, est en train de se fissurer à propos de l'attitude à tenir vis-à-vis de Donald Trump, en fait, et des États-Unis, plus que de l'Europe à ce stade, parce que pour l'instant, l'Europe n'est pas jugée comme un partenaire de discussion ou de négociation. Bon, on va voir, mais voilà, pour l'instant, on en est là. Et là, il y a eu une intervention, enfin une interview donnée par Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, à une chaîne de télé, enfin qui s'appelle BRICS TV. Et on peut dire que Lavrov a été, bon, c'est une interview très grave, avec un ton très, très solennel, très froid, et on peut dire que là, Lavrov, en fait, exprime une forme de critique assez ouverte, en fait, vis-à-vis de l'approche de Vladimir Poutine. Jusqu'à présent, Lavrov-Poutine, il y avait même pas une feuille de papier à cigarette entre eux. Là, on a l'impression quand même qu'à Moscou, il y a vraiment un débat interne. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, il y a même plus d'un mois et demi. Mais ça semble se confirmer, si vous voulez. Et en gros, la ligne désormais de Lavrov, mais qui rejoint un peu celle de Medvedev, même si évidemment la sémantique n'est pas la même. Lavrov reste un grand diplomate. Medvedev, lui, est sur un registre beaucoup plus brutal et même un peu belliqueux. La ligne, quand même, est assez convergente entre les deux. Et la ligne, c'est celle-là. C'est que, bon, il y a eu Anchorage, il y a eu ce qu'on a appelé la formule d'Anchorage, dont personne ne connaît vraiment le contenu, mais qui, en gros, était que de dire qu'à Anchorage, Trump et Poutine s'étaient entendus sur une approche réaliste et pragmatique de la question ukrainienne, et d'ailleurs de la relation russo-américaine dans son ensemble. Bref, qu'on devait structurer les négociations à partir de choses concrètes, sérieuses, et pas des desiderata ou des fantasmes occidentaux. Mais que, voilà, cette formule d'Anchorage, en fait, Trump l'a laissé tomber assez vite, en fait, après la rencontre elle-même du 15 août dernier. Les États-Unis l'ont abandonné presque aussitôt. Mais en même temps, Poutine, lui, a probablement de bonne foi cru à cela et continue à maintenir ce que Anchorage avait lancé, c'est-à-dire une négociation, en fait, pas avec des diplomates, mais une négociation avec les envoyés spéciaux de l'un et de l'autre, donc côté russe, Kirill Dmitriev et Ushakov et un ou deux autres qui ont été ajoutés au fil du temps. Et puis côté américain, Steve Witkoff et Jared Kushner. Bon. Donc Poutine a continué à les accueillir une fois, deux fois, trois fois. Enfin bref, il y a un travail de navette, si vous voulez, qui marginalise clairement la diplomatie russe traditionnelle et professionnelle, donc Lavrov et toutes ses équipes. Alors, c'était fait aussi au nom d'un constat, c'est-à-dire que du côté du département d'État, donc du ministère américain des Affaires étrangères, il y avait quand même beaucoup de néocons qui donc étaient plutôt sur des postures qui gêneraient un accord, qui gêneraient un apaisement. Mais ce que dit Lavrov dans cette interview, c'est qu'en fait, il ne le dit pas comme ça, mais enfin, le président russe, en fait, fait preuve de naïveté, si vous voulez, à force de laisser le bénéfice du doute aux Américains. En fait, les États-Unis se moquent de la Russie. Les négociations, celles qui se tiennent à Abu Dhabi, comme la négociation des navettes quand elles concernent l'Ukraine avec Witkoff et Kushner, ça ne sert à rien.
la Russie avait fait des concessions, en tout cas dans la forme, à Anchorage, sur la base d'une proposition américaine réaliste, assez réaliste, mais les États-Unis, en fait, se sont retirés de cette proposition et continuent toujours dans la même quête d'une dominance globale, donc en fait d'infliger cette fameuse défaite stratégique à la Russie. Ils essaient de gêner, d'abord ils ont réappliqué des sanctions, bon je vais revenir sur les pétroliers russes, ils essaient en gros de s'accaparer le pétrole du monde entier à travers le Venezuela, de gêner la Chine, de gêner la Russie, ils saisissent des pétroliers de la flotte fantôme, si vous voulez, il ne joue pas le jeu d'une négociation sérieuse, de fait. Alors, Venezuela, bien sûr l'Iran en ce moment même, Cuba qui est déjà sur la rampe de lancement d'une nouvelle déstabilisation. Donc, les États-Unis ne sont pas de bonne foi, il faut arrêter de leur laisser le bénéfice du doute. C'est en gros le message de Lavrov. Il avait déjà été très critique, Lavrov, lorsque Trump, très peu de temps finalement, à l'automne, très peu de temps après la rencontre d'Anchorage, avait mis sous sanction Lukoil, Rosneft, etc. Et Poutine lui-même avait été surpris par ces sanctions. Medvedev, lui, disait carrément qu'il faut traiter Trump et les États-Unis comme un ennemi, il faut arrêter de rêver. Il y a eu ensuite l'attaque sur la résidence de Valdai, qui est quand même un gros problème toujours pour Poutine en Russie, parce qu'on dit, mais enfin, il faut réagir, il faut faire quelque chose face à des provocations de cet ordre-là. Et puis il y a eu tout récemment la tentative d'assassinat du général Alexeïev, qui était un négociateur adjoint, mais important, dans l'équipe des négociateurs russes à Abu Dhabi, donc avec l'Ukraine et les États-Unis, une négociation tripartite. L'assassin a été attrapé, il a été donné en fait par les Émiratis à la Russie, il travaillait pour les services ukrainiens, mais enfin, alors est-ce que les services ukrainiens agissent sans le feu vert des Américains ou des Anglais? Difficile à dire. Et puis enfin, récemment, il y a eu les pressions de Trump sur Narendra Modi, le Premier ministre indien, pour que l'Inde arrête d'acheter du pétrole russe, etc. Donc bref, si vous voulez, on sent bien qu'il y a une exaspération qui monte du côté diplomatique, du côté du ministère des Affaires étrangères russe, de Lavrov et d'autres, sur le thème, et il tente de se réveiller, en fait, et de comprendre qu'on est en train de se faire balader. Voilà. Trump veut toujours contrôler l'économie mondiale, l'énergie. Il ne faut pas se faire rouler dans la farine, il faut se recentrer sur les questions militaires. Il faut voilà. Le sous-texte, c'est, mais Monsieur le Président, en fait, vous continuez à croire parce que vous êtes politique, parce que vous voulez absolument le rétablissement de ce dialogue avec les États-Unis. Vous voulez éviter une guerre avec l'OTAN, vous voulez qu'on arrive à trouver des points d'équilibre et de compromis. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Vous êtes dans une sorte de fantasme de réconciliation. C'est pas l'espion qui m'aimait, mais c'est trop indulgent. Voilà, c'est ça la tonalité. Il faut noter aussi que le ministère des Affaires étrangères russe ne participe pas aux négociations d'Abu Dhabi, ce qui veut dire quand même qu'ils n'ont aucune... ils n'y croient pas, quoi. Ils n'accordent rien comme crédibilité à ce processus de négociation qui ne mène à rien, ça amuse la galerie. Et en fait, ça prépare le durcissement de la position américaine ou européenne. C'est toujours la même chose, chaque fois on dit qu'on a un plan, qu'on est à 90%, que les garanties de sécurité, tout ça est en cours, etc., etc. Mais à la fin, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire on propose à la Russie des choses qu'elle ne peut pas admettre. Bon. Et on augmente la pression en disant elle ne veut pas la paix, c'est d'ailleurs ce que dit notre président de la République, elle ne veut pas la paix, etc. Donc on augmente la pression. Donc en fait, on escalade, sûrement, si vous voulez, méthodiquement, en ayant cette espèce de faux semblant de couverture, de négociation et de dialogue.
Donc, on peut se dire qu'il n'a pas tort, Lavrov, parce qu'en fait, si Trump voulait un apaisement d'une manière générale avec le front russe, avec la Russie, et s'il voulait aussi, d'ailleurs sur le dossier iranien, un apaisement, il se servirait de Poutine, sans doute, et du lien Iran-Russie, pour amadouer les Iraniens ou pour les pousser à un certain nombre de concessions. Mais pour faire ça, évidemment, il faut lui donner quelque chose. C'est toujours la même chose. Il faut quand même des incitations. On ne peut pas juste exercer une pression de plus en plus forte, des menaces de plus en plus fortes, des provocations via l'Ukraine ou voilà, via les services, et espérer que la Russie continue à jouer le jeu éternellement. Et bon. Donc, si vous voulez, cette approche américaine, soit Trump vraiment ne comprend pas comment il faut faire, bon, soit en fait il ne veut absolument pas d'apaisement. Et on en est un peu là. Si vous voulez, en tout cas à Moscou, il est clair que, d'ailleurs Poutine est très silencieux depuis le début de l'année, hein. Il ne parle quasiment pas, il ne dit pas ce qu'il pense d'ailleurs du processus d'Abu Dhabi. Et donc l'idée, c'est, puisque les États-Unis ne connaissent et ne pratiquent que la pression permanente, il est peut-être temps de faire la même chose. Voilà, est-ce nécessaire de négocier? Est-ce qu'on peut espérer qu'il va y avoir un accord sur la sécurité en Europe? Trump vient de laisser tomber le New Start, de le laisser mourir. Les Russes auraient intérêt évidemment à la sécurisation de leur frontière ouest, c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans cette opération militaire spéciale. Mais manifestement, du côté américain, on n'a pas l'air de comprendre l'intérêt de rétablir une architecture de sécurité en Europe. Bon. Donc, d'ailleurs, dans la tentative d'assassinat du général Alexeïev, le FSB, donc les services russes, ont dit que effectivement c'était le SBU, mais que n'était pas impossible qu'il y ait aussi la main de la CIA. C'est quand même compliqué, même si voilà, on fait semblant de ne pas voir et de dire que c'est juste les Ukrainiens. Là encore, c'est laisser encore peut-être trop de crédit à la partie américaine. Bref, donc voilà, en gros, le message à Poutine, c'est tu veux le dialogue, mais les États-Unis n'en veulent pas, les Européens n'en parlons pas, un véritable dialogue. Donc, ouvrir les yeux, se concentrer sur la guerre, ça devient urgent. Et ce scepticisme s'exprime ouvertement, ce qui est très nouveau quand même. C'est très très nouveau. Alors, voilà, critiquer Poutine pour sa rationalité, en fait, c'est vrai, les êtres rationnels pensent toujours que les autres le sont aussi. Et du côté américain, on voit bien qu'il y a beaucoup de rationalité, mais il y a aussi toujours ces espèces de bouffées d'hubris et de volonté de finir par récupérer une dominance globale, stratégique, qu'ils ont un peu perdue quand même depuis une vingtaine d'années. Donc, est-ce que le président russe est en train de changer d'avis et quelles vont être les conséquences de ce changement possible de pied, de portage, ou en tout cas d'attitude mentale vis-à-vis de la relation américaine et de ce qu'il peut en attendre? C'est à voir. C'est à voir. Je ne peux pas en dire plus, mais on voit bien qu'il y a une rupture quand même de la confiance qui est assez lourde. Et d'ailleurs, il se dit que la dernière fois que Witkoff et Kushner sont arrivés à Moscou, ils n'ont même pas osé parler avec Poutine et Lavrov des fameuses garanties de sécurité auxquelles ils étaient soi-disant arrivés, sur lesquelles ils s'étaient entendus avec les Ukrainiens. En tout cas, c'est ce que Zelensky a dit. Donc tout ça, ça veut dire que non seulement évidemment la guerre n'est pas prête de prendre fin, mais il est possible peut-être que les opérations russes s'accélèrent au printemps, on en parle, pour reprendre le contrôle total du Donbass et éventuellement pour aller plus loin. On parle de plus en plus d'Odessa qui devient vraiment un objectif de plus en plus difficilement contournable. Et puis bien sûr il y a la question de Kiev. Voilà.
Voilà ce que je voulais dire sur la Russie et je passe à l'Iran. Alors, à l'Iran, écoutez, la semaine dernière, j'avais l'impression quand même que les Américains avaient pris la mesure des risques associés à ne serait-ce qu'une campagne de frappe contre l'Iran, étant donné la manière dont les Iraniens avaient expliqué dans une espèce dans un flot de déclarations en fait préventives et dissuasives que la moindre attaque vers eux, de la part des États-Unis se verrait répondre de manière massive et tous azimuts avec tout ce qu'ils ont. Donc on avait l'impression là que quand même Trump reculait. Maintenant on voit qu'il y a un deuxième porte-avions avec son groupe aéronaval qui s'approche. Il y a toujours autant de soldats dans la zone bien sûr et de bases naturellement. On sait qu'aujourd'hui même, au moment où j'enregistre, Netanyahou est à Washington, le Premier ministre israélien. C'est quand même la 7e fois qu'il y va depuis le retour de Trump au pouvoir, donc on voit bien quand même la réalité d'une relation de dépendance forte. Alors, la dépendance, dans quel sens? Dans les deux sens, dans un sens plus que dans un autre. On voit bien que là, les Israéliens poussent vraiment à la roue pour une intervention américaine, parce qu'il y a toujours ce projet de Grand Israël dont ils ne se cachent absolument pas, et que ça implique la destruction de l'Iran, ça implique, ou la prise de contrôle en tout cas sur le pouvoir iranien, et puis bien sûr sur les autres, mais ça on connaît toutes les actions qui sont menées sur la Jordanie, sur le Liban, sur la Syrie, et in fine, pourquoi pas sur l'Égypte. Donc la question c'est, va-t-il y avoir une attaque ou non? Encore une fois, je ne suis pas dans les secrets de l'état-major américain, ni israélien, mais la question quand même, d'après les gens les plus au fait de ces questions, c'est plus vraiment de savoir si, mais c'est plutôt de savoir quand. Voilà. Est-ce que ça va être à la fin de cette semaine? Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Est-ce que ça va être une campagne de frappe courte? Est-ce que ça va suffire? C'est ce que les Américains ont proposé aux Iraniens. On refait un petit show of force très rapide, très décisif. C'est ce que voudrait faire Trump. Lui, c'est sa méthode. Il ne cherche pas forcément à engager des guerres énormes, bien sûr, qui sont toujours dangereuses pour les forces américaines et pour lui politiquement. Mais si on veut une attaque courte, précise et décisive, c'est pas évident qu'on y arrive. Vous voyez, la deuxième méthode, c'est de laisser Israël frapper et de venir, comme la dernière fois, en juin, en appui. Mais évidemment, la grande question, c'est que va-t-il se passer après? Comment les Iraniens vont-ils réagir? Est-ce que les défenses antimissiles, qui sont manifestement renforcées par un soutien notamment chinois, mais aussi russe, vont permettre aux Iraniens de subir le choc d'une campagne de frappe et de répondre et de faire des dégâts, des représailles importantes? C'est toute la question. Et la question derrière, bien sûr, c'est le risque de dérapage, d'escalade régionale, de perte de contrôle des Américains, d'un engagement beaucoup plus lourd, etc., etc. Mais en gros, on voit bien que la politique quand même américaine est assez folle. C'est-à-dire on leur propose, comme d'habitude, de discuter. Ils finissent par dire « Ok, on veut bien discuter ». Mais finalement, on leur donne des conditions, si vous voulez, ce qu'on leur demande n'est pas acceptable. Et ils l'ont dit, ça n'est pas acceptable. Le programme balistique, ont-ils dit, notre programme balistique n'est pas négociable. L'enrichissement nucléaire civil n'est pas négociable. Alors on peut sans doute discuter de comment, qui contrôle, qui fait quoi, etc. Mais ils n'ont pas l'intention d'y renoncer. Quant à la cessation du soutien aux 10 proxys iraniens, ça c'est aussi une exigence d'Israël très, très ancienne, connue.
Mais il faut voir quelle est la réalité aujourd'hui du soutien iranien à ses proxys. Encore une fois, là, c'est à mon avis aussi quand même très largement monté en épingle, si vous voulez, sur le thème, voilà, l'Iran est une menace depuis 30 ans. Enfin bon, on connaît tout le discours. La différence par rapport à la guerre des 12 jours, c'est que les Iraniens, cette fois-ci, ont accepté l'aide russe et chinoise pour se préparer, notamment donc en matière de défense antiaérienne, et qu'on peut quand même espérer qu'il y ait un succès assez important de ces défenses. Bien sûr, il y a des missiles qui perceront, mais pas tous. Donc ça veut dire que ça risque de durer longtemps, pas seulement 10 jours. Et après, il y a un problème de stock de missiles américains, et aussi d'ailleurs de systèmes de défense aérienne pour les bases, la protection des bases américaines de la région. Et on sait que le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, a relancé une production, etc., de missiles. Mais en fait, tout ça, ça prend du temps. Ça ne se produit pas comme des petits pains non plus, les missiles. Donc, la grande question aussi, ça va être soutien russe et chinois. Jusqu'à quel point est-ce que si vraiment l'Iran devenait menacé par une campagne de frappe qui marchait vraiment, est-ce que les Russes et les Chinois laisseraient l'Iran être détruit, être cassé? Bon. Donc, c'est très difficile de pouvoir donner un avis. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a tous tendance, parce qu'on a tous connu les interventions des années 90, des années 2000, etc. La guerre, de notre point de vue, du point de vue occidental, j'allais dire naïf, c'est quand même une guerre avec un amoncellement de forces, des frappes, voilà, on a une vision, si vous voulez, très classique de ce qu'est la guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, et je l'ai déjà expliqué, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus, ils ne sont plus dans, ils ont pris conscience qu'il y avait une perte de légitimité et une perte même de puissance, pas seulement symbolique, mais une perte de puissance tout court pour eux, face à l'émergence notamment de la puissance chinoise, à la renaissance de la puissance russe et à tout ce qui se fait autour de l'édifice des BRICS. Et donc, en fait, leur idée est quand même qu'ils ne peuvent pas en fait se permettre que l'intégration des BRICS se fasse. C'est ça le vrai grand sujet. Donc tout ce qui se passe au Venezuela, tout ce qui se passe, ce qui risque de se passer à Cuba, tout ce qui se passe avec la Russie en Ukraine, tout ce qui se passe contre l'Iran, c'est finalement la mise en musique vraiment d'une posture de guerre au long cours, mais une guerre d'attrition qui passe quand même essentiellement par l'instrument des sanctions. Et là, il y aurait beaucoup à dire, mais ça se voit typiquement contre la Russie et contre l'Iran. C'est-à-dire on essaie vraiment d'affaiblir au maximum un État. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir arriver au point où l'État est suffisamment affaibli, et l'économie surtout est suffisamment affaiblie, et la société est suffisamment mal en point, et donc le contrôle d'un pouvoir vis-à-vis de sa société est suffisamment gêné, pour qu'une campagne de frappe, soit de décapitation, juste pour prendre à la Maduro le chef d'État, soit pour faire un régime change, comme là ils ont essayé de le faire début janvier, puisse porter ses fruits. Et derrière, l'idée, c'est vraiment, s'agissant de l'Iran, de faire en sorte de terrifier, j'allais dire, tous les autres pays membres des BRICS et tous les candidats, bien sûr, mais tout cet édifice en disant, mais regardez le coût de l'alignement, finalement, de l'Iran dans une relation forte avec la Chine et avec la Russie. C'est un coût dramatique, c'est un coût voilà, où finalement leur souveraineté est mise à mal.
Bon, on le voit au Venezuela aussi. Je pense que le Venezuela est un exemple. Et d'ailleurs, les Israéliens expliquent qu'il faut se servir de ce que Trump a réussi à faire au Venezuela pour essayer de faire la même chose en Iran. Donc on est, si vous voulez, cette guerre d'attrition, cette guerre hybride qui se sert certes des frappes, mais pas en premier lieu, qui travaille essentiellement via des moyens de coercition économique, via la guerre économique, la guerre sur les routes, la guerre sur les tracés, la guerre sur l'énergie, bien sûr, pour affaiblir toute l'intégration des BRICS, eh bien, c'est ça qui va compter et c'est plus une option ou une autre, si vous voulez, tout ça est intégré et c'est la nouvelle projection de puissance américaine au long cours, espèce de guerre permanente qui lui permet à elle, pendant ce temps, de ne pas se lancer forcément dans de grands conflits, mais de refourbir ses armes, au propre et au figuré, et de contrer la consolidation de ce modèle alternatif qui menace, bien sûr, ce qu'elle appelle la global dominance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire sa position anciennement hégémonique qu'elle veut absolument retrouver, conserver, consolider, et pour pouvoir mettre en échec voilà, tout ce qui s'y oppose, tout simplement. Donc, dans ce cadre-là, soit vous êtes des petits États, et il est clair que plus vous êtes près, d'ailleurs, donc plus vous êtes dans la zone qu'ils ont dite là, dans leur document de stratégie sorti en décembre, l'hémisphère occidental, vous êtes plus près des États-Unis, donc vous êtes beaucoup plus vulnérable, et dans ce cas-là, les pressions seront beaucoup, beaucoup plus fortes. Et puis, si vous êtes un peu éloigné, comme l'est l'Iran, eh bien, on va dans une espèce de stratégie d'enfermement, si vous voulez, d'étranglement progressif de votre économie, de vos flux d'énergie, de vos collaborations possibles. On va essayer de vous rendre faible et de vous rendre, si j'ose dire, radioactif, c'est-à-dire de rendre tout rapprochement avec vous extrêmement coûteux. Voilà, sur le thème, vous voulez faire des affaires avec l'Iran, vous voulez acheter du pétrole iranien et il y a cette flotte fantôme, il n'y a pas que la flotte fantôme russe, il y a la flotte fantôme iranienne. Eh bien, écoutez, vous allez être mis sous sanctions très lourdes, on va faire de la déstabilisation interne. Bon, ça s'est vu en Iran très très clairement déjà au moment de la guerre des 12 jours. Il y avait une grosse infiltration des services secrets israéliens et occidentaux en Iran. Les Iraniens ont fait un peu le ménage après, mais on sait que voilà, c'est une opération au long cours. Donc en fait, on est en train d'assister avec Trump, et sur un mode extrêmement décomplexé, extrêmement assumé, à l'imposition de mécanismes de containment, d'étranglement progressif, économique, énergétique, des pays qui entendent ou prétendent s'intégrer dans une forme d'alliance qui est aujourd'hui celle des BRICS, mais il y a d'autres organisations, bien sûr, régionales. Je pense à l'Organisation de coopération de Shanghai. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que tous les gens qui veulent participer à ce système alternatif se disent ça risque de me coûter extrêmement cher. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je reviendrai, je pense, dans une clé du monde beaucoup plus précisément sur cette évolution de la stratégie américaine. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ça place les États-Unis en position de se lancer dans des actions de vive force qu'ils veulent limiter, mais qui ne sont que l'une des modalités d'une grande manœuvre d'étouffement, d'étranglement, en fait, du reste du monde, enfin, en tout cas de la partie du monde qui se dit qu'elle peut peut-être échapper à la domination américaine stricte et totale, en faisant en sorte donc que
cette bascule ou même ce non-alignement, enfin cette espèce d'équilibre que certains pays cherchent, hein, parce qu'ils ne sont pas tous non plus dans les BRICS, soit très difficile à tenir en fait, et que le coût-bénéfice, voilà, le rapport coût-bénéfice fasse que finalement ils reviennent à de meilleures dispositions envers les États-Unis. Voilà, j'espère que cette mondoscopie vous aura intéressé. Likez, partagez, faites connaître la chaîne autour de vous. Et si vous connaissez des gens qui ont envie ou si vous-même, vous n'êtes pas encore membre, qui ont envie de participer au cercle des Amis de Paix et Guerre, et d'avoir d'autres informations, d'autres formats d'ailleurs, notamment celui des Clés du Monde qui sort tous les vendredis, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une somme modeste, mensuelle, mais qui nous permet d'abord de nous parler une fois par mois dans le grand direct, pendant 1h30, et puis ensuite qui vous permet d'avoir d'autres contenus hebdomadaires sur des points plus spécifiques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers amis.